Eh bien, je vais commencer. Alors, cette conférence s'appelle L'amour fraternel, de l'attachement à la compréhension aimante. Euh, Pourquoi le thème de cette conférence? En fait, elle fait partie, pas la conférence elle-même, mais ce thème, nous l'avons travaillé ensemble parce que c'est le thème du prochain Son Bleu qui va paraître fin juillet, hein, et qui vous sera envoyé, si vous êtes adhérent, qui vous sera envoyé fin juillet. Le prochain Son Bleu qui a pour thème le monde fraternel. Donc, dans cette conférence, c'est l'amour fraternel qui va être évoqué et dans sa progression de l'attachement jusqu'à la compréhension aimante. Alors, l'amour fraternel dont nous parlons, la fraternité dont nous parlons, et la fraternité à l'échelle du monde. Bien sûr, pas seulement la fraternité de la petite famille nucléaire, même si elle est très intéressante, mais nous allons parler de la fraternité à l'échelle du monde entre tous les êtres humains et entre tous les règnes. Mais la question est pourquoi serions-nous frères? Pourquoi cela va-t-il de soi que nous soyons frères? Eh bien, notre postulat ici, c'est de dire que nous sommes frères parce que nous avons le même Père. Ce même Père, c'est le Logos solaire qui donne vie à tout notre système solaire. Et aussi, si nous sommes frères, c'est aussi parce que nous sommes issus de la même mère. Et cette même mère, c'est notre planète. Nous sommes frères et cette fraternité met en œuvre l'amour. Pourquoi? Car l'objectif de notre système solaire, le dessein de cette grande vie qui est à l'origine de notre système solaire, c'est l'amour. Et donc, le Père qui donne vie à notre monde est amour. Et son objectif, son grand dessein, est que cet amour soit manifesté dans tout le vivant et par tout le vivant. Alors, cet amour grandiose, nous pourrions dire, waouh, cet amour grandiose, il est donc manifesté partout. À quoi est-ce que nous le voyons? Mais cet amour grandiose n'est pas en lui-même un sentiment. C'est nous, en tant qu'êtres humains, qui le vivons comme un sentiment. Il n'est pas un sentiment, il se manifeste par l'impérieuse force d'attraction qui, dans le macrocosme, maintient la révolution des planètes autour de notre Soleil et au niveau du macrocosme, maintient la cohésion de toutes les formes. C'est cette énergie magnétique et attractive que nous autres êtres humains, nous appelons amour. C'est l'âme de toute chose et elle se manifeste dans tous les règnes, puisqu'il s'agit d'une énergie qui émane de notre Père, le Logos solaire. Elle se manifeste dans tous les règnes, minéral, végétal, animal, humain, et elle aiguillonne la conscience, car par sa force d'attraction et de répulsion, s'il y a attraction, il y a inévitablement la contrepartie de répulsion, eh bien, elle aiguillonne les conflits partout dans le monde entre ce qui est évolutif et ce qui est involutif. Donc, cet amour fraternel est présent en germe dans tout le vivant, quel que soit le règne de la nature, et par contre, il nous appartient de le manifester. Mais l'expérience que nous en avons, c'est que cette expérience, manifester l'amour, ne va pas automatiquement de soi, et que, eh bien, à l'instar des fratries qui parfois se déchirent, l'amour fraternel défaille à préserver l'humanité des guerres, des dominations et des incompréhensions. Cela, c'est un constat, parce qu'effectivement, l'amour fraternel est un potentiel à construire. Hein. Et notre vécu, c'est que ce potentiel nous met durement à l'épreuve. Tout récemment, la crise provoquée par le coronavirus a fait naître un élan de solidarité et de fraternité. Bravo. Mais elle a aussi stimulé en même temps les intérêts égoïstes. Nous sommes même allés, en tant qu'êtres humains, jusqu'à voler les masques qui nous faisaient tant défaut sur le tarmac des aéroports. Donc, vous voyez, les nations n'étaient pas véritablement fraternelles quand elles faisaient cela.
Et puis, la pandémie qui nous impose des mesures d'isolement et rend chaque contact suspect est susceptible de diminuer la confiance des individus envers leurs semblables. Donc, à la fois un positif et en même temps une difficulté. Par ailleurs, également, suite à la mort de George Floyd, cet homme noir américain qui est mort alors qu'il a été arrêté violemment par les forces de police, les manifestations contre le racisme ont enflammé le monde et dégénèrent à leur tour en violence. Donc nous voyons que décidément, l'amour fraternel ne va pas vraiment de soi. Et pourtant, nous portons tous au fond de nous les germes de l'amour fraternel, mais nos façons de concevoir l'amour et d'être en relation peuvent être fort divergentes. Tout comme dans une famille nucléaire où les frères et sœurs ont souvent des traits de caractère contrastés, dans la grande fratrie planétaire, nous apparaissons d'emblée comme différents. C'est à la fois notre richesse, c'est là notre richesse, et c'est aussi l'opportunité qui nous est donnée d'ouvrir notre conscience au-delà de notre individualité. Nous sommes différents par notre sexe, notre culture, notre métier, et nous sommes aussi différents par les qualités qui façonnent notre corps, nos traits de caractère, nos valeurs. Et ces singularités sont en grande partie dues aux rayons qui nous qualifient. Alors, si vous vous intéressez à ce que nous faisons, à nos écritures, vous entendez souvent parler ou bien vous lisez nos écrits sur les rayons, mais vous pourriez quand même nous dire c'est quoi, c'est qui les rayons? Alors, ce sont les enseignements de la sagesse qui parlent de ces rayons en nous disant que ce sont des grands flux d'énergie par lesquels la vie unique se manifeste. Ces rayons sont au nombre de 7. Ils prennent leur source au-delà de notre système solaire et ils arrivent jusqu'à nous par les 7 étoiles de la Grande Ourse. Ils constituent à eux tous les 7 chemins de la conscience, 7 façons de faire évoluer notre conscience, 7 grandes qualités qui sont vectrices de l'évolution humaine et planétaire. Ils sont 7 facettes de l'amour. Ils sont 7 façons de manifester l'amour. Et nous allons nous intéresser à cette fratrie des rayons, à cette fraternité des rayons, parce que, comme des frères et sœurs consacrés à la même tâche, ils interagissent constamment entre eux pour atteindre un objectif unique qui est justement l'accomplissement de l'amour. Ils construisent le monde, ils l'organisent et ils donnent leur qualité à toute la manifestation. Ce qui fait que nous autres êtres humains, tous les règnes de la nature et aussi nous autres êtres humains, nous sommes imprégnés de leurs différentes qualités et qui viennent qualifier nos différents corps. Catherine, voilà, qui viennent qualifier. Ça y est. Sylvie Iclar Fabiol, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, éteindre votre micro? C'est bon, ça fait partie du vivant, de la fraternité. Donc, nous disions, je disais que chaque être humain est lui-même imprégné des différentes qualités des rayons qui qualifient nos différents corps, c'est-à-dire son âme, sa personnalité, son corps mental, son corps émotionnel, son corps physique. Et en fait, ces rayons forment notre véritable carte d'identité intérieure et ils se manifestent par nos traits de caractère. Et bien plus que cela, constamment, ils stimulent notre conscience car ils sont pour nous la voie qui donne sens à notre vie et ils sont les vecteurs pour aller vers notre âme et vers le sens de notre vie. Donc, ces rayons constituent la spécificité de chaque être humain et en même temps,
ils détiennent le secret de l'amour fraternel qui unifie tous les êtres. Donc à la fois, ils nous donnent notre spécificité et en même temps, ils nous relient les uns aux autres si nous savons effectivement découvrir cet amour qui nous lie. Mais en l'absence de conscience de cette unité, quand nous sommes centrés sur notre personne, nous avons bien du mal à reconnaître le bien fondé de la différence de l'autre. Parce qu'effectivement, nous sommes, nous le verrons tout à l'heure, nous sommes d'abord centrés sur qui sommes-nous, nous, avec tous ces rayons déjà qui interagissent à l'intérieur de nous. Pour mieux appréhender la richesse de ces rayons, nous allons les différencier, c'est cette énergie, en deux grandes lignes. Deux grandes lignes, mais sans oublier qu'elles trouvent leur synthèse dans l'amour qui est à leur source. Alors, je vais faire un partage d'écran. Je ne suis pas toujours très efficace. Je vais essayer. Alors, Corinne, est-ce que tu peux me laisser le partage d'écran, s'il te plaît? Tu ne peux plus? Ben, je ne sais plus où je dois aller. Tu dois aller sur mon icône à moi J'y suis. et tu dois me mettre autoriser le partage d'écran. Marie-Agnès, converser, nommer, permettre, supprimer. Non, je n'ai pas. Alors, si tu vas sur partager l'écran, est-ce que tu vas sur partager l'écran, est-ce que tu peux m'y autoriser? Un participant à la fois, plusieurs participants. Alors, tu mets plusieurs participants. C'est fait. Tu as mis plusieurs participants? Oui. Ça va, ça marche. Super, merci. Tu tues. Alors, voilà. C'est bon comme ça? Est-ce que vous me voyez? Corinne, tu peux me dire si ça marche? Oui? Eh ben, on voit ce que tu partages et puis on voit ta petite photo en haut à droite. D'accord, c'est parfait. C'est parfait. Donc, ces 7 rayons sont 7 constructeurs et 7 organisateurs d'un monde fraternel fondé sur l'amour. À ne pas oublier qu'ils sont les organisateurs de l'énergie d'amour, du logos, de l'énergie d'amour qui nous est envoyée par la grande vie, le logos qui donne vie au monde. Donc, vous percevez, ils sont... Ah, pardon, je puisse faire bouger, voilà. C'est une question technique. Donc, nous pouvons les différencier, je vous disais, en deux grandes lignes. D'une part, la ligne volonté, connaissance, organisation. D'autre part, la ligne amour-union. Alors, chacune de ces lignes a un objectif spécifique. La ligne volonté, connaissance, organisation, son objectif, c'est de construire un monde qui permettra de manifester l'amour. Alors que la ligne amour-union, son objectif, c'est d'insuffler l'amour par l'inclusivité, l'harmonie et l'élévation vers l'idéal. Donc, la ligne volonté, connaissance, organisation, elle, nous voyons, elle va s'exprimer par 4 rayons, qui sont les rayons 1, 3, 5 et 7. C'est pour cela qu'on appelle cette ligne, on appelle souvent cette ligne la ligne impaire. Et vraisemblablement, dans le courant de cet exposé, je parlerai certainement à certains moments de la ligne impaire parce que je serai emportée par l'habitude. Donc, essayez de retraduire vous-même. La ligne impaire, c'est la ligne volonté, connaissance, organisation. Et par ailleurs, la ligne amour-union, je parlerai aussi vraisemblablement du fait qu'il s'agit de la ligne paire. Elle est souvent appelée la ligne paire puisqu'elle rassemble les rayons 2, 4 et 6. Donc, vous voyez sur ce petit tableau, le rayon 1, c'est l'énergie qu'il apporte au monde, sa contribution au monde, c'est la volonté et le pouvoir. Le rayon 3, sa contribution est l'intelligence active et l'adaptabilité. Le rayon 5, c'est l'intelligence concrète
et la science. Et le rayon 7, il apporte au monde la qualité d'ordre, d'organisation et l'organisation du rituel, le sens du rituel. De l'autre côté, la ligne amour, et vous percevez que les rayons s'intercalent en fait, hein, ils coopèrent constamment, tantôt un rayon pair, tantôt un rayon impair, tantôt un rayon pair, etc. Du côté de la ligne amour-union, eh bien, vous avez le rayon 2, qui est l'amour-sagesse. Hein, sa contribution au monde est identique à celle de notre système solaire, d'où l'importance extraordinaire de ce rayon, hein, puisque sa contribution est d'apporter l'amour et la sagesse. Le rayon 4, dont la contribution est d'apporter l'harmonie, la beauté et l'art. Hein, il s'appelle le rayon de l'harmonie, de la beauté et l'art. Et le rayon 6, qui a pour nom l'idéalisme et la dévotion. Voilà, nous avons donc 4 rayons sur la ligne impaire et 3 rayons sur la ligne paire. Alors, attention, la ligne paire n'a pas l'exclusivité de l'amour. Hein. Il existe une tendance assez commune à penser que les rayons impairs ne sont pas aimants. Certes, l'amour ne s'affiche pas en premier dans leur comportement, mais il est toujours à l'arrière-plan dans le supraconscient parce que c'est l'amour qui motive leur action et lui donne sens. Les rayons 1, 3 et 7, ceux de la ligne volonté-organisation, sont plus en connexion avec la manifestation et avec la forme. Ils ont affaire avec le fonctionnement de la matière et de la forme, alors que les rayons 2, 4 et 6, qui sont les rayons de la ligne de l'union, ils sont en connexion avec la vie intérieure qui se répand à travers ces formes. Ils ont affaire avec l'expression spirituelle. Eux, leur travail, c'est l'expression spirituelle par le moyen des formes manifestées. Vous pourriez me dire, mais elle a oublié le rayon 5. Le rayon 5, il a une place un peu à part parce qu'il a le travail de faire le lien de connexion entre la ligne volonté-organisation et entre la ligne union, lien-union. Et il fait la connexion par l'intelligence. Hein. C'est lui et qui en lui-même est à la fois amour et intelligence et qui fait la connexion entre ces deux lignes. Nous avons donc 7 frères constructeurs et activateurs de conscience, avec un objectif unique, construire un monde fraternel basé sur l'amour. N'oublions pas, les êtres humains sont tous qualifiés par plusieurs rayons et ces rayons sont toujours issus de ces deux lignes qui sont non seulement complémentaires mais absolument nécessaires à leur équilibre. Mais nous pouvons avoir beaucoup plus de rayons sur une ligne que sur une autre. Mais nous avons toujours les deux lignes qui sont présentes et qui sont nécessaires à notre équilibre. Toutefois, amour et cœur d'un côté, volonté, connaissance et organisation de l'autre, les caractéristiques de ces deux lignées sont souvent un facteur d'incompréhension mutuelle. Mais elles sont aussi une belle opportunité d'élargir notre conscience sous l'égide, ne l'oublions pas, de l'amour qui est au-dessus de tout ça. C'est pourquoi nous intéresser à la fraternité des rayons va nous aider à mettre du sens sur les péripéties vécues par l'être humain dans son apprentissage de l'amour fraternel. Nous allons d'abord passer en revue chacune de ces deux lignes. Alors, je vais à nouveau faire un partage d'écran. Voilà, ça va toujours? C'est bon. Alors, nous avons donc 7 rayons, 7 constructeurs. Ah non, pardon, je vous refais le même. Je vous ai remis la même. Pardon. Voilà, qui est mieux. Donc, parmi ces 7 grands constructeurs et organisateurs, nous avons 3 rayons dans la ligne paire. Excusez-moi, je suis en train de manipuler, j'ai du mal, voilà.
Donc, nous avons 3 rayons dans la ligne amour-union ou la ligne paire. Et l'objectif de cette grande ligne, c'est de contribuer à la construction d'un monde basé sur l'amour en insufflant l'amour, dans toutes les formes, par l'énergie d'inclusivité, l'harmonie et aussi l'idéal d'élévation. Et donc, nous allons passer en revue un peu plus chacun de ces rayons. Alors, nous voyons sur ce tableau, vous avez une colonne qui parle du rayon, l'autre qui donne sa contribution au monde et l'autre qui parle de sa limitation. Alors, en elle-même, chacune de ces grandes énergies, chacun de ces rayons, nous provient d'une source cosmique qui est donc exclusivement destinée au bien du tout. Donc, c'est pour le tableau, dans ce tableau, nous mettons en évidence la contribution au monde, sa contribution à la construction d'un monde fraternel. Par contre, nous autres êtres humains que nous sommes, c'est-à-dire pas encore vraiment parfaits, nous allons utiliser cette énergie présente en nous à la lumière de notre conscience, et à la lumière de notre conscience qui n'est pas encore totalement éveillée, ce qui veut dire, d'abord, notre première expérience va être d'en faire l'utilisation pour nos besoins personnels. C'est pourquoi, pour chaque énergie va avoir sa limitation, que l'on appelle aussi son aspect inférieur ou parfois son défaut. Mais attention, ce n'est pas le rayon en lui-même qui a un défaut. Ce n'est pas l'énergie qui a un défaut. L'énergie, elle est parfaite, neutre en tant que telle. Mais par contre, c'est la façon dont nous l'utilisons à partir de notre conscience encore limitée et confuse qui va en faire un défaut. Donc voilà, nous allons les passer les uns après les autres. Alors, je commence par la ligne paire parce que je trouve que c'est plus facile à comprendre. Donc, d'abord, le rayon 2 d'amour-sagesse. Sa contribution au monde, son apport au monde, c'est de développer la conscience en éveillant l'inclusivité et en insufflant la renonciation à l'hérésie de la séparation et en insufflant en nous la sagesse. Voilà, ça c'est le rôle de cette grande énergie. C'est aussi le rôle de chaque personne qui est porteuse d'une façon dominante de ce grand rayon. Ceci dit, nous faisons ce que nous pouvons et dans la limitation ou dans le défaut ou dans l'aspect inférieur, c'est d'abord l'amour de nous-mêmes qui domine. La grande sensibilité aux autres, qui est le rayon de l'inclusivité, donc très sensible aux autres, fait que l'être a besoin d'abord d'être aimé et reconnu par tous. Voilà, c'est sa façon de vivre l'inclusivité. Et s'il n'est pas reconnu et aimé par tous, il se sent rejeté. Il est donc il est aussi profondément attaché. N'oubliez pas, on pourrait dire, le prototype de la grande loi d'attraction, de la grande loi d'amour et d'attraction. Il est profondément attaché, il est profondément de l'amour des autres et donc il va se suradapter aux désirs des autres pour surtout ne pas être abandonné. Voilà, ça c'est quand il est au plus profond de sa limitation. Le rayon 4, qui s'appelle le rayon d'harmonie par le conflit, on dit souvent, de la beauté de l'art. Sa participation au monde, sa contribution au monde, c'est de développer l'unité et l'harmonie et d'éveiller l'intuition. Je ne l'ai pas précisé ici sur le tableau, mais il est important de noter que ce rayon 4 est le rayon de l'âme de l'humanité. Sa contribution est de construire la beauté et l'harmonie créatrice au-delà des conflits. Vous voyez que le rayon de l'âme de l'humanité a de quoi faire pour nous aider à transcender les conflits et à construire cette harmonie créatrice. Maintenant, dans sa limitation, comme en tant que rayon 4, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il est au centre de ses frères. Et en tant que centre, eh bien, il peut, dans sa limitation, attirer l'attention facilement en se mettant au centre parce qu'il a besoin d'être populaire. Et dans sa limitation, il peut rechercher l'harmonie pour lui-même et à court terme, d'où une certaine lâcheté morale qui dégénère finalement en conflit.
puisque quand nous ne disons pas véritablement ce que nous pensons, nous finissons par ne plus pouvoir le supporter et finalement, c'est le conflit qui va exploser. Dans la limitation, nous pouvons rechercher le conflit d'idées par amour du conflit. Hein, comme si dans le conflit, nous nous sentons en tant que rayon 4 vivants. Hein, voilà, ça nous fait vibrer d'être dans le conflit et bien sûr, ça empêche l'émergence de l'intuition créatrice. Le rayon 6, qui a également une forte contribution dans la création du monde, c'est par un idéalisme inclusif, il s'appelle le rayon de l'idéalisme et de la dévotion, par un idéalisme inclusif, élever la conscience vers le bien du tout. Mais, là encore, dans sa limitation, l'idéalisme n'est pas inclusif, mais il va être plutôt exclusif. Et donc, la vision du rayon 6 est d'abord limitée. Hein, c'est-à-dire, il n'est pas du tout dans la vision globale et inclusive de son frère cadet, rayon 2. Sa vision est limitée. Sa puissance d'élévation se fixe sur son propre idéal limité et exclusif de celui des autres. Ce qui veut dire qu'il aime ceux qui ont le même idéal que lui et il rejette les autres. Et comme il est vraiment persuadé du sens et de la vérité de ce qu'il pense, il cherche à convaincre les autres. Il peut même combattre ceux qui ne sont pas de son avis. De cette façon, il devient séparatif et la puissance de sa conviction individuelle peut même dégénérer en violence, voire en fanatisme. Donc voilà pour cette ligne paire, pour ce grand flux d'énergie paire, ce grand flux d'énergie d'union et d'amour. Et je vais passer maintenant à la ligne impaire. Voilà. Donc cette ligne impaire, cette ligne donc, rassemble 4 rayons. Hein, cette ligne qui est la ligne de la connaissance et de l'organisation et de la volonté. 4 rayons. Alors, le premier étant le rayon 1, qui est le rayon de la volonté et du pouvoir. Sa contribution au monde est parfois peut paraître parfois un peu étrange et brutale, parce que sa contribution au monde est de détruire les vieilles idées, détruire les idées obsolètes et énoncer la vision nouvelle d'un monde qui serait plus apte à manifester l'amour. Sa volonté et son pouvoir sont utilisés comme armes principales de l'amour. C'est-à-dire voilà, détruire les vieilles formes qui peuvent empêcher l'évolution. Par exemple, actuellement, dans notre humanité, eh bien, c'est contribuer à détruire la forme du matérialisme, en tout cas le matérialisme tel que nous le concevons actuellement, hein, c'est-à-dire celui qui est dominant sur tous les autres aspects de la vie. Par contre, dans sa limitation, sa volonté et son pouvoir ne sont pas utilisés pour le bien du tout, mais pour son bien propre. Et oui, il est comme tous les autres rayons, hein, c'est-à-dire que d'abord, nous commençons par utiliser une énergie pour notre bien à nous-mêmes. En plus, comme il est volontaire, puissant, il est le premier, hein, il est le frère aîné, la puissance de son pouvoir et de sa vision le rendent dominateur et orgueilleux. Il s'isole car il pense que personne ne peut lui arriver à sa hauteur. Et il manque d'amour et d'empathie parce qu'il est quand même le prototype de l'énergie de volonté et de pouvoir et il s'impatiente facilement et il s'irrite des affects des autres qu'il trouve véritablement, comment dire, ennuyants ou qui raccourcissent, qui ralentissent sa route, ce qu'il ne peut pas supporter. Le rayon 3, et le rayon s'appelle le rayon d'intelligence active ou d'adaptabilité. Sa contribution au monde, il a le pouvoir d'évoluer, il a le pouvoir de manifester la forme, de créer la forme, donc d'utiliser intelligemment les forces matérielles et mentales. Alors matériel, c'est l'énergie d'argent, mentale, c'est-à-dire de faire circuler les idées,
pour faire avancer le plan évolutif en révélant la beauté et la vérité. Par exemple, développer l'économie fraternelle est actuellement une contribution du grand frère Rayon 3. Il a aussi comme contribution de mettre à disposition les idées nouvelles et mettre les bases des formes nouvelles par une activité ordonnée en coopération avec le tout et de dévoiler alors un pouvoir qui montre bien de ne pas oublier que l'amour est derrière tout ça. Il a le pouvoir de dévoiler la pensée de Dieu qui est profondément cachée dans l'esprit des maîtres de l'amour, des kumaras de l'amour. Par contre, bien sûr, dans sa limitation, il est lui aussi très personnel. Il se laisse emporter par son propre désir de créer et par son ingéniosité débordante. Ses actions ne servent pas le bien commun, mais sont issues de sa seule vision limitée. Il aspire à la gloire car il est très conscient de son intelligence et de son ingéniosité et il aspire à réaliser des objectifs qui sont des objectifs plutôt matériels dans un premier temps. Il est très indépendant, il n'aime pas les limitations et il peut abandonner une tâche s'il rencontre des résistances parce que son ingéniosité est telle qu'il a tellement d'autres idées que si ça lui résiste, eh bien vite il passe à autre chose et il perd son objectif. Alors maintenant, le rayon 5, qui est un grand rayon intermédiaire entre les deux lignes, hein, même si bien sûr ici je le nomme dans sa ligne qui est la ligne impaire. Donc ce rayon 5 est le rayon de la connaissance concrète ou science. Son travail, sa contribution au monde, c'est de déchiffrer dans la matière les voies par lesquelles la vie se manifeste et découvrir les lois qui gouvernent sa manifestation, qui gouvernent la manifestation de la vie. Découvrir la réalité des plans immatériels et accéder à la compréhension de l'âme et de ses potentialités. De l'âme qui est amour, vous voyez sa double vision, intelligence et amour. Son dessein est de révéler l'amour qui se trouve derrière toutes les choses et qui renouvelle toutes choses. Là encore, rayon impair, mais qui a pour objectif par son travail de révéler l'amour qui est à l'arrière-plan. Inévitablement, dans sa limitation, eh bien lui aussi, il est personnel et il va s'intéresser beaucoup, non pas à l'activité spirituelle, lui qui est le rayon de la science de l'âme, mais aussi à l'activité, d'abord à l'activité matérielle. Son grand pouvoir de rationaliser, à ça il est rigoureux, hein, il est sérieux et rigoureux, le rayon 5, fait que sa vision et son désir de connaissance le conduisent seulement à l'activité matérielle. En plus, la vivacité de son intellect le rend orgueilleux et arrogant. Il croit détenir la vérité et il ne se rend pas compte que sa vision est limitée. Il manque d'empathie et par contre, il est dur au travail et son intérêt pour son travail et ses recherches peut le faire délaisser sa famille et tout ce qui est plutôt l'amour, les affects, qui, dans un premier temps, ne l'intéressent pas beaucoup. Et passons au dernier, le dernier, mais qui est très en lien avec le premier, le rayon 7, qui est le rayon de la loi, de l'ordre, du rituel et de l'organisation. Attention, je me rends compte que je parle du premier et du dernier. Surtout, ne mettez pas de supériorité au rayon 1 par rapport au rayon 7 ou par rapport à tous les autres rayons. Non, pas du tout. De notre point de vue, les rayons, là, ils sont dans l'ordre, ils sont dans cet ordre pour décrire une organisation du monde, mais en fait, aucun des rayons n'est supérieur à un autre. Et donc, la contribution du rayon 7 est de mettre en forme les pensées du nouveau, donc d'un monde nouveau, et de créer les formes et les organisations nouvelles pour que la vie puisse vitaliser chacun et chaque règne de la nature dans la justesse et selon ses besoins. Et en faisant cela, il développe la coopération et la fraternité, qui elles aussi permettent ensuite à l'amour. Vous pouvez imaginer le réseau de coopération et de fraternité sur lequel ensuite l'amour, l'énergie d'amour va pouvoir circuler. Mais par contre, dans sa limitation,
il est très conscient d'appartenir, d'être un grand rayon de pouvoir. Il est conscient de son pouvoir et de sa volonté et il peut facilement impressionner les autres. Donc cela, il le constate et il peut utiliser son pouvoir de créer, mais sans être sensible au rythme du tout. Et donc, dans ces cas-là, s'il n'est pas sensible au rythme du tout, au lieu de l'ordre, il va produire le désordre et le chaos. Il organise minutieusement les détails formels, mais il peut facilement oublier que c'est l'amour qui est à l'arrière-plan et qui fait la cohésion et soutient toute la création. Donc, voilà, nous avons donc je vous ai décrit ces 7 grands rayons, ces 7 grands flux d'énergie. Alors, tous les rayons de la ligne plutôt impaire ont à travailler l'empathie, hein, car le flux d'énergie du pouvoir et de l'organisation du monde les pousse à limiter, à détailler, à organiser pour mieux comprendre. Et facilement, ils peuvent un petit peu dans un premier temps éviter les affects et l'amour qui, de leur point de vue, ne sont pas très clairs, sont plutôt incertains, mettent du flou et surtout font perdre du temps. De l'autre côté, la ligne paire, elle va avoir un travail énorme à faire sur le détachement, hein, puisque elle est effectivement plus le prototype de l'énergie d'amour et donc de l'énergie d'attraction, et donc elle aura beaucoup à faire à apprendre le détachement. Nous avons donc 7 frères qui œuvrent ensemble, et dans les dialogues métaphoriques qui nous sont donnés par, notamment dans les écrits d'Alice Bailey, hein, eh bien, ces dialogues nous sont donnés pour nous inviter à développer une fraternité à l'image de ces 7 rayons. Et dans ces dialogues, ils se reconnaissent, se soutiennent, parfois d'une façon très symbolique, hein, il faut pouvoir les décrypter. Et ils s'invectivent entre eux. Par exemple, le rayon 2 d'amour-sagesse peut interpeller son aîné, son grand frère, rayon 1, de volonté et de pouvoir, en lui disant, bon, c'est moi qui le réécris un peu, hein, puisque c'est dit d'une façon plus symbolique, mais à toi, frère rayon 1, je reconnais tes qualités de volonté et de pouvoir. Je reconnais bien que tu as besoin de solitude pour travailler, mais quand même, n'oublie pas les autres, ne te mets pas trop au-dessus d'eux, sois patient. N'oublie pas que tu es un frère parmi tes autres frères. Voilà, autant d'exemples de dialogues qui nous incitent, nous, petits êtres humains, peut-être à nous intéresser à, comment dire, à la valeur de l'autre et à ne pas toujours seulement nous focaliser sur le défaut qui peut nous gêner. Et ces énergies qui qualifient nos différents corps aiguillonnent notre conscience. Hein, ces énergies qui sont présentes en nous aiguillonnent notre conscience pour que nous prenions conscience de cette fraternité. Et c'est donc au fur et à mesure du déploiement de notre conscience que nous allons passer d'une forme d'un amour brut, surtout centré sur nos propres besoins, c'est-à-dire l'amour ou l'énergie dans sa limitation, à un amour qui va nous faire découvrir l'autre et jusqu'à un amour qui va être beaucoup plus raffiné et qui va être un don pur. Et c'est ainsi que nous allons passer, au fur et à mesure de l'évolution de notre conscience, de l'attachement à la compréhension aimante. Donc, premier niveau de découverte de l'amour, de cet amour fraternel, c'est l'attachement. Alors, nous avons vu la semence d'amour qui a été semée par le Père. Nous la faisons grandir au sein de notre mère et au sein de notre mère, la planète, et elle est en chacun de nous. Mais elle est en chacun de nous dans sa forme peu élaborée. Et là, dans cette forme peu élaborée, elle prend d'abord la forme de l'attachement. Dans ce cas, alors attachement, nous voyons bien l'attachement, ça nous parle de l'énergie d'attraction, hein. Et dans ce cas, l'amour qui est en germe au fond de nous, il se lance vers l'autre, mais il se lance vers l'autre pour mieux revenir vers nous. Parce que effectivement, l'attachement est égocentrique
mais c'est là le début de l'expérience pour nous de l'énergie d'attraction et d'amour. Au début de l'humanité, eh bien, on nous parle de l'instinct grégaire que nous avons pu vivre ensemble, hein. Cet instinct qui a incité les êtres humains à s'agglomérer, et cet instinct a pris racine dans la peur de l'isolement et de la séparation. Là encore, c'est ce germe d'amour qui nous a poussés les uns vers les autres pour nous unir, pour nous défendre et satisfaire notre besoin de sécurité, qui était un besoin très personnel, mais qui est là encore une première expression et une première expérimentation de cette énergie d'amour. Et même, il est merveilleux de constater que dès l'enfance, cette attraction trouve même son expression jusque dans notre propre corps physique dense. Et là, c'est l'avancée des neurosciences et de la neuroimagerie qui mettent en évidence le fait que le développement neuronal de l'enfant est paramétré, lié précocement à la personne qui prend soin de lui. Alors, comment est-ce que l'on voit ça? On peut mettre en évidence que les circuits de récompense dans le cerveau, vous savez, ces régions du cerveau qui nous font du bien, qui nous apportent du plaisir quand elles sont activées, elles ont une forte densité des récepteurs à l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone qui est dite prosociale parce qu'elle augmente quand nous sommes au moment des contacts physiques. Et donc, nous voyons que finalement, tout est programmé pour que les contacts physiques, dès notre petite enfance, nous apportent du plaisir. Donc, l'attachement est donc profondément ancré dans notre organisme et tout est programmé pour que nous puissions l'expérimenter dès notre naissance. Et en même temps, bien sûr, l'attachement est un lien vital pour le nourrisson. Ses besoins d'attention et d'amour sont un enjeu absolument crucial pour son développement. Donc, bien sûr, cela n'a pas échappé à la psychologie. Et nous avons notamment le psychiatre John Bowlby en chacun de nous. Donc, cet instinct d'attachement chez l'enfant en fonction de la réponse apportée par les parents, une réponse qui va apporter la sécurité parce que dans ces cas-là, l'attachement sera sécure, ou au contraire, la réponse des parents ne sera pas très cohérente, elle sera tantôt indifférente ou incongrue, tantôt envahissante, tantôt indifférente, sans repère fiable pour l'enfant. Et la psychologie dira alors qu'il s'agit d'un attachement insécure. Alors, bon, la psychologie donc reconnaît l'importance de cet attachement premier, mais s'il y a attachement, nous savons que viendra le temps du détachement, hein. Et effectivement, le détachement, le lien d'attachement, certes, est un facteur de vie à partir du moment où il procure à l'enfant la force vitale de son intégration à la société, hein, mais il faudra ensuite apprendre à se détacher car l'attachement, bien sûr, a sa propre face sombre. Si nous sommes attachés, ça veut dire que nous sommes collés à l'autre et que nous sommes dépendants. Les liens affectifs nous aimantent dans tous les sens du terme, les uns aux autres. Et donc, nous détacher sera le prix de la liberté. Et là, nous savons que ce n'est pas une mince affaire. Et bien sûr, ce sera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera particulièrement le travail de la ligne père, parce qu'elle est tellement dans l'énergie d'amour qu'il faudra faire beaucoup pour elle pour lâcher ce qui lui paraît donner sens à toute sa vie. Alors, ce détachement, nous en avons un exemple dans l'étape de l'adolescence qui fait passer l'adolescent du monde de l'enfance à celui de l'adulte. L'adolescent doit apprendre à se détacher. Se détacher de quoi? Se détacher d'un certain type d'attachement à ses parents s'il veut pouvoir aller vers le monde et construire des liens plus adultes. Mais l'adolescent vit ce tiraillement interne
entre, d'une part, le détachement et le refus des règles parentales. Il va dire, je sais ce que je dois faire, hein, c'est ma vie, ne vous occupez pas de moi, moi c'est moi qui décide pour ma vie. Et en même temps, et parfois il passe très rapidement de l'un à l'autre, et en même temps le besoin d'être pris en charge et rassuré, qui, comme une élastique qui a été trop fortement tendue, hop, le ramène très très vite dans le giron familial. Et de surcroît, au travail de détachement de l'adolescent correspond aussi celui des parents. Les parents aussi doivent apprendre à se détacher de leurs enfants, de leurs ados. Et ce n'est pas du tout facile à faire, et ce sera très peu facile à faire pour les parents s'ils sont centrés dans leur corps émotionnel qui est automatiquement qualifié par une énergie d'union ou d'amour, hein, ou bien s'ils ont une énergie dominante d'amour. Et donc, le maître Dwalkul est très catégorique et même dur à ce sujet. Il affirme que si les parents gardent leurs enfants pour eux, cela va se transformer en désastre, car cela, c'est contraire à la loi de la nature. Hein, que garder ses enfants pour eux est contraire à la loi de la nature. Et il rajoute, c'est là l'extrême de l'égoïsme. Et il rajoute, je le cite, et pourtant, s'ils pouvaient, les parents, s'ils pouvaient seulement savoir et voir juste, ils comprendraient que pour tenir, il faut détacher et pour conserver, il faut lâcher, car telle est la loi. Je répète parce que ça vaut la peine de bien l'intérioriser, hein, cette directive qui nous est donnée. Pour tenir, il faut détacher et pour conserver, il faut lâcher. Telle est la loi. Alors, dans les dialogues entre les 7 frères rayons, nous avons aussi des dialogues qui nous parlent de ce détachement. Par exemple, le rayon 4 d'harmonie par le conflit dit au rayon 2, vous savez, celui l'amour-sagesse qui est donc particulièrement attaché, lui, il lui dit « Projette dans la lumière du jour celui que tu aimes ». C'est beau, non, comme métaphore. Projette dans la lumière du jour celui que tu aimes. Voilà. Et par contre, l'expérience de l'attachement et détachement est différente selon les rayons qui nous qualifient. Ce sont bien sûr, et n'oubliez pas que nous sommes qualifiés par plusieurs rayons hein, qui qualifient nos différents corps. Ce sont bien sûr les 3 rayons de la ligne paire qui sont les plus sensibles à l'attachement. Hein. Nous avons vu qu'en psychologie, pour les tenants de la théorie de l'attachement, seul l'attachement sécure apporte à l'enfant les meilleures perspectives d'avenir. Hein. C'est une observation qui est certes justifiée. Un enfant qui naît et qui développe un attachement insécure n'est pas, disons, va avoir un handicap à surmonter. Mais l'observation montre que l'enfant ne réagit pas de façon similaire au même comportement parental parce que nous sommes différents et donc les rayons différents qui nous qualifient font que nous ressentons différemment ce qui nous vient de l'autre et surtout que nous y réagissons différemment. Si un enfant porte en lui, prenons des exemples, si un enfant porte en lui beaucoup d'énergie, de rayon 2 d'amour, il pourra avoir un énorme besoin d'attention et de reconnaissance qui sera tellement énorme que peut-être le meilleur amour de ses parents ne réussira pas à le satisfaire. Même avec les parents parfaits n'existent certainement pas, mais même avec des parents très aimants, peut-être que cet amour ne pourra jamais être satisfait. Et donc, même un attachement qui pourrait être sécure ne pourra pas combler cet enfant qui restera quand même insécure dans son vécu. Bien sûr, s'il est confronté à des parents peu attentifs ou peu sécurisants dans leur façon d'aimer, il pourra être angoissé et démuni, se suradapter en essayant de les satisfaire à tout prix pour obtenir l'amour dont il a besoin. Mais à l'inverse, il peut aussi avoir une mère elle-même très sympathique et empathique et trop attachée, et que cette mère, dans son trop d'attachement, ne laisse pas d'espace à un détachement possible.
Ce qui fait que quand le moment venu pour cet enfant sera d'aller à l'école, eh bien, il pourra être très angoissé, voire développer une phobie parce qu'il est trop attaché et il n'a pas expérimenté un tant soit peu le détachement. Ensuite, c'est devenu adulte, il pourra peut-être aussi être démuni face aux autres, chez qui, bien sûr, il ne pourra jamais retrouver l'attention exclusive que lui prodiguait sa mère. Donc nous voyons là que la conjonction entre son avidité à être aimé et l'amour étouffant de sa mère n'aura pas permis de développer son désir pour tisser des liens plus larges. Hein. Mais heureusement, nous ne sommes pas qualifiés par un seul rayon. Et donc la diversité des rayons qui nous qualifient nous apporte de belles ressources et explique la richesse, notre richesse et notre singularité. Car cette fraternité des rayons qui s'entraident et parfois se chamaillent, nous la vivons aussi à l'intérieur de nous, puisque ces rayons qualifient nos différents corps. Si cet enfant pétri d'amour et de besoin d'être aimé est également porteur d'une énergie de la ligne volonté, voyez, donc pas simplement la ligne union amour, mais aussi la ligne volonté. Il sera plus en mesure de développer une autre stratégie de vie. Par exemple, l'énergie du rayon 5. Vous vous souvenez, le rayon de la connaissance et de la recherche. Il pousse dès l'enfance l'enfant à être curieux, travailleur, méthodique. L'enfant pourra alors trouver dans l'école un havre de sécurité et de reconnaissance, comme un puits de ressources pour assurer sa sécurité future. Et au lieu de rester passif et démuni, il cherchera lui-même à comprendre les règles qui s'imposent à lui. Il développera du contrôle et il apprendra à anticiper, autant de qualités qui pourront ensuite lui servir dans son futur. Voyons donc que la fraternité des rayons nous ouvre à notre richesse intérieure, c'est-à-dire à la fraternité des éléments contradictoires et complémentaires à l'intérieur de nous. D'une façon globale, nous venons de constater que la force d'attraction ou d'amour qui se manifeste dans un premier temps d'une façon centripète, tournée vers soi, va permettre à l'individu de prendre conscience de lui-même dans sa personne. C'est une première étape indispensable. Cette première étape, quand cette première étape est établie, c'est-à-dire finalement quand la personnalité est construite, eh bien, quand l'être est conscient de lui-même, de ses rayons qui s'agitent à l'intérieur de sa personnalité, eh bien, l'être peut maintenant s'ouvrir à l'autre. Et nous arrivons à la deuxième grande étape, qui est celle de l'empathie. L'empathie, c'est-à-dire savoir pouvoir se mettre à la place de l'autre qui est différent de nous. L'acquisition de l'empathie est le signe que notre conscience n'est plus exclusivement centrée sur nous. Elle s'ouvre à la réalité de l'autre et elle découvre, aux surprises, que l'autre est différent de nous. La définition de l'empathie dans le Petit Larousse, c'est faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent, ce que l'autre ressent. Lui sont associés les termes de sollicitude, compassion, bienveillance. La bienveillance est devenue d'ailleurs un mot d'ordre actuel dans l'enseignement, le management, la politique. L'empathie est devenue un enjeu majeur pour comprendre l'autre et construire le vivre ensemble. Autant de qualités qui sont devenues, qui sont comme un discours dominant dans la société et qui sont de très bon augure par rapport à l'évolution, qui montrent l'évolution de la société. Dans un discours prononcé en 2006, Barack Obama exprimait qu'il était urgent de voir le monde à travers les yeux de ceux qui sont différents de nous. L'enfant qui a faim, le sidérurgiste qui a été licencié. Quand vous pensez ainsi, quand vous faites preuve d'empathie avec la souffrance des autres, il devient plus difficile de ne pas aider. Bien, mais admettre la différence de l'autre ne va pas du tout de soi parce que spontanément, pendant très longtemps, nous pensons spontanément que l'autre est comme nous. Il aurait les mêmes besoins, il aurait les mêmes valeurs. C'est-à-dire, nous sommes très heureux d'être conscients de nous-mêmes
Et voilà, et nous pensons d'une façon naturelle que l'autre est comme nous. Donc nous avons pour l'autre les mêmes exigences. Et l'étude de la fraternité des rayons peut vraiment nous aider à découvrir et à apprécier nos différences. Non pas d'être dans le désarroi de nos différences, mais au contraire dans la découverte et apprécier nos différences. Ceci dit, même à l'intérieur d'une même ligne, par exemple la ligne amour-union ou la ligne volonté-organisation, nos différences de rayons génèrent de l'incompréhension. Et si nous n'arrivons pas à nous mettre à la place de l'autre et à regarder la vie, oui, c'est intéressant de dire, mais comment l'autre voit-il la vie à travers ses yeux, hein, de regarder la vie à travers les yeux de l'autre. Par exemple, dans la façon d'exprimer les sentiments. Alors, nous allons prendre des exemples dans la ligne paire. Le rayon 2, le rayon de l'amour-sagesse, de l'inclusivité, dans sa façon d'être sur le plan émotionnel, il peut être, pour exprimer ses sentiments, il peut se manifester comme une petite source, vous voyez, un petit filet d'eau qui coule doucement, un petit murmure, mais qui dure très longtemps, qui ne s'épuise pas. Par contre, dans son expression limitante, il est plutôt passif, hein, il ne veut pas prendre de risque, oh là là, de se faire rejeter, donc il attend d'abord que l'autre devine ses besoins. Le rayon 6, dans la même ligne, lui, le rayon de l'idéalisme et de la passion, lui, dans sa façon d'aimer, il est plutôt comme un torrent de montagne qui grossit brusquement, comme une tempête, mais qui peut aussi brusquement s'arrêter. Il est bouillonnant, il est passionné, il déclare sa flamme. Alors, comment veut-il se considérer l'un l'autre? Le rayon d'idéalisme va trouver le rayon d'amour, sagesse un peu fade, sans relief, ennuyant. Hein, parfois, il va même jusqu'à dire, bon, il n'est pas très développé, hein, il est un peu immature dans son amour, il est un peu comme un enfant. Le rayon 2, de son côté, peut trouver le rayon 6 changeant, imprévisible, voire dangereux ou inconséquent. Ce qui est amusant, c'est que le rayon 6, le rayon 2, amour-sagesse, peut aussi se dire que le rayon 6 n'est pas très avancé quand même. Il est toujours dans dans un amour adolescent, il n'est pas très sage. Par contre, le rayon 2 et le rayon 6 peuvent tomber amoureux l'un de l'autre parce que les contraires s'attirent. Et donc, chacun peut trouver intriguant et le contraire en lui, ce que l'autre apporte peut lui apparaître apaisant ou stimulant. Hein. Ils s'attirent, mais une fois la lune de miel, attention, ils vont inévitablement se reprocher vite leurs défauts respectifs. Ils ne voient plus la qualité de chacun, mais plutôt leurs défauts respectifs. Et pour que leur couple dure, s'ils sont en couple, ils devront apprendre à reconnaître la richesse de leurs différences. De la même façon, dans la ligne volonté-organisation, nous allons prendre l'exemple du rayon 3, seigneur de l'adaptabilité, avec son frère rayon 7, seigneur de la règle et de l'ordre. Le rayon 3, seigneur de l'adaptabilité, de l'ingéniosité, il chérit sa liberté et son indépendance. Il est emporté par son ingéniosité débordante, il a constamment de grands projets, de grandes idées parfois à peine ébauchées. Il n'est pas très prévoyant. Il n'est pas prévoyant parce que d'une part, il est emporté par toutes ses activités, il oublie et aussi, comme de toute façon, il fait confiance à son ingéniosité pour trouver toujours une solution, il se dit, pas de souci, il y aura toujours une solution. Ceci dit, parfois, il trouve la solution aux dépens des autres. Hein, mais il se dit, il y aura toujours une solution. De son côté, le rayon 7 est son frère de la règle, de l'ordre et de l'organisation. Alors lui, il est très prévoyant dans l'espace et dans le temps. Tout est pensé longuement avant qu'il ne dévoile ses plans. Il est organisé, méticuleux, exigeant et surtout, il recherche la perfection dans les détails. Inutile de vous dire que pour le rayon 3, ce n'est pas du tout son travail, la perfection dans les détails. Hein. Dans une œuvre commune, il est bien évident qu'ils sont très complémentaires. Mais dans un premier temps, ils peuvent aussi beaucoup s'irriter d'abord mutuellement.
Le rayon 3 peut trouver que la méticulosité du rayon 7 est carrément une prison stérile pour son esprit libre. Il se sent étouffé, c'est totalement mortifère. Ses exigences peuvent complètement le faire fuir. Le rayon 7, de son côté, trouve que vraiment le rayon 3, avec son ingéniosité, certes, mais il est totalement confus, il est brouillon, il ne veut pas s'engager, ou bien s'il s'engage, ben, on n'est pas sûr qu'il va tenir son engagement. Et pourtant, ils ont tellement, tellement à faire ensemble, hein, pour donc à traverser, à comprendre la contribution réelle de l'autre derrière, en arrière-plan, parce qu'ils ont vraiment tellement à faire ensemble. Donc la fraternité des rayons met en exergue l'incompréhension entre les personnes fortement marquées. Alors, pardon, excusez-moi. Là, j'étais à l'intérieur de la même ligne. Mais bien sûr, entre les deux lignes, là aussi, il va y avoir de l'incompréhension, une incompréhension très forte, hein, et une incompréhension très forte entre la ligne pair et la ligne impair, volonté-organisation. Supposons, dans la ligne pair, une personne, nous allons dire une personne A, dont l'énergie dominante est le rayon 2, que vous commencez à connaître bien maintenant, hein, qui, donc, dans son aspect limitant, ce rayon 2 stimule en elle son besoin d'être appréciée, d'être rassurée, d'être valorisée. Cette personne A vit avec B, qui, elle, est qualifiée par beaucoup de rayon 5. Vous savez, le rayon de la recherche qui vient de la ligne impaire, et ce rayon qui stimule l'intellect et l'argumentation rigoureuse. Pour un individu qui est du rayon de la recherche, ce qui est intéressant dans un travail ou dans un exposé, c'est ce qui cloche, c'est ce qui ne va pas, hein. Pourquoi? Parce que pour son tempérament rigoureux, curieux, et pour sa critique et pour l'avancée de sa recherche, eh bien, c'est ce qui cloche, c'est ce qui ne va pas qui va permettre d'avancer. Il va dire, mais ce qui va, ça n'a pas d'intérêt, hein. C'est quand quelque chose ne va pas, hein, quand le lien de cause à effet est cassé, qu'on va s'intéresser et on dit, ah là, 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 il y a quelque chose à améliorer. De cette façon, quand A qui s'attend à être encouragé et félicité pour la qualité de son travail, quand même, pour tout ce qu'il donne, hein, A, rayon 2, il donne beaucoup de lui-même, hein, donc pour tout ce qu'il fait de positif dans le groupe, dans la famille. B, de son côté, instinctivement, va pointer les petits défauts et il oublie totalement de valoriser ce qui est bon. Ce qu'il dit, il va dire, mais pourquoi je le dirais, puisque c'est bien. Je ne vois vraiment pas pourquoi je dirais ce qui est bien. Si A est très dépendant de l'appréciation de l'autre, il peut totalement perdre confiance en lui, se trouver carrément nul, et surtout, il va se dire B ne m'aime pas, puisqu'il il ne fait pas attention à moi et il ne voit jamais ce qui est bien. Nous mettons là donc en évidence la difficulté d'empathie, là du rayon 5, mais de la ligne impaire, qui doit faire un effort. Là où la ligne paire est naturellement empathique et elle doit faire attention de ne pas trop l'être, eh bien, la ligne impaire, elle doit faire un effort pour développer l'empathie. Par contre, il est intéressant de constater qu'à l'intérieur de la ligne impaire, notamment pour le chercheur rayon 5, un chercheur comprend fort bien la façon de fonctionner d'un autre chercheur. Je me souviens d'avoir été vraiment interpellée et amusée en lisant l'autobiographie du naturaliste Darwin, père de la théorie de l'évolution, vraisemblablement âme de rayon 5 et peut-être bien même personnalité aussi de rayon 5, qui témoigne dans son autobiographie de l'amitié profonde et de sa reconnaissance pour un autre chercheur, un de ses collègues, parce que ce dernier n'a jamais manqué une occasion de le critiquer avec précision et rigueur dans toutes ses recherches, ce qui pour lui est une preuve d'amitié, car c'est ce qui lui a permis de faire des travaux de qualité, ce qui lui a permis d'avancer. Donc vous le voyez, nous sommes décidément bien différents, et c'est très très bien comme cela.
Alors, nous sommes en train de parler de l'empathie et nous pourrions penser que l'empathie, bah, ça ne peut être qu'une chose merveilleuse, mais l'empathie a aussi sa face sombre. Bien sûr, sa face sombre, c'est quand en réalité, l'empathie n'est pas totalement réalisée. Pourquoi cette face sombre? Parce qu'elle expose à la contagion émotionnelle, hein, c'est-à-dire à la submersion par les mêmes sentiments et émotions que la personne qui souffre. C'est un travers dans lequel les rayons de la ligne paire vont facilement tomber. L'inclusivité de l'amour exprimée par le rayon 2 le fait rentrer dans la confusion avec l'autre. Il est inclusif, il a ses pores tout ouverts, hein, ses bras, son cœur, tout est ouvert et il peut facilement tomber dans la contagion émotionnelle, hein. Euh, L'idéalisme du rayon 6, de son côté, vous savez, le rayon de l'idéalisme et de la dévotion, le pousse à s'engager au-delà de ses forces pour aider l'autre. Et il est d'ailleurs intéressant que la notion de burn-out, vous savez, cette notion qui fait que, à force de s'engager dans son travail, y compris notre intellect, voilà, brûle, hein, notre capacité de penser, de nous diriger brûle. La notion de burn-out est apparue aux États-Unis pour décrire une maladie typique des travailleurs sociaux qui, eux, sont souvent qualifiés par ce rayon d'idéalisme et de dévotion. Certes, effectivement, l'empathie conduit à la sollicitude pour apporter du réconfort. C'est une qualité qui est attendue des personnels de soins. Mais c'est aussi le terreau de ce que l'on appelle la fatigue compassionnelle qui pousse au burn-out et qui touche particulièrement les métiers du soin, du social et de l'éducation. L'aidant y est plus ou moins vulnérable suivant son aptitude ou pas à se distancier vis-à-vis de la détresse de celui qui souffre. Donc, nous pouvons traduire, mais suivant aussi sa capacité à prendre du recul en s'aidant également de ses propres rayons et des rayons de la ligne impaire, de sa ligne volonté-organisation. Autre face sombre de l'empathie, il arrive aussi que cette impulsion à fonder soit plus fondée sur un désir personnel inconscient, inconscient de pouvoir ou d'aimer ou de se donner de l'importance, que sur l'appréciation du réel besoin de l'autre. Dans l'enseignement délivré par Alice Bailey, on appelle cela le mirage du sauveur. Dans le langage plus courant, cette caractéristique est désignée sous le nom du syndrome du sauveur ou complexe de Saint-Bernard. Dans ce cas, l'action du sauveur cache en réalité un désir très inconscient d'emprise sur lui, d'emprise sur autrui, hein. C'est-à-dire, l'autre n'a pas consciemment l'envie d'avoir son emprise sur autrui. Il est persuadé qu'il fait cela par amour, hein. Mais bien sûr, dans ces cas-là, le sauveur n'est pas sensible. Il ne s'agit pas véritablement d'empathie, car le sauveur n'est pas sensible aux réels besoins de l'autre, hein. Et en s'appuyant sur ce qu'il pense être de l'amour, en fait, il cherche à se donner de l'importance ou à imposer sa propre conception. Donc, nous le voyons, l'empathie nécessite d'abord une bonne conscience de soi pour éviter la confusion avec l'autre. Et ensuite seulement, une ouverture réelle à l'autre sera possible pour reconnaître l'autre dans sa différence. Et nous arrivons à la troisième étape, qui est celle de la compréhension aimante. Donc, avec la compréhension aimante, il s'agit maintenant d'accueillir l'autre et de le comprendre avec la vision de l'âme. Reconnaître l'autre en tant qu'âme signifie reconnaître d'abord sa valeur, vous savez, sa contribution au monde, hein. Même si sa contribution au monde est parfois en arrière-plan et pas sur le premier plan, hein. Donc, il s'agit d'abord de reconnaître son rayon, hein, c'est-à-dire ce qu'il apporte au monde et ce qui fait sens dans sa vie. Il nous est dit que c'est l'exercice de la compréhension aimante qui consacrera véritablement la fraternité humaine en rassemblant le cœur et la raison. Vous pouvez traduire aussi la ligne paire et la ligne impaire dans une même action au service du bien commun. Donc, rassembler le cœur et la raison dans une même action au service du bien commun.
La compréhension aimante est ce qui est exprimé quand amour et intelligence se rencontrent. Hein, quand amour et l'intelligence se rencontrent. Alors, comment cela se produit-il? Eh bien, l'affect, nous avons l'affect, prototype, on pourrait dire, du niveau le plus bas de l'énergie d'amour, est le point sensible de la ligne union. Et l'intellect, de son côté, est le point sensible de la ligne volonté. Et tous deux se subliment dans le pouvoir de l'âme. Et c'est là, dans le pouvoir de l'âme, où cœur et raison se rejoignent dans la compréhension aimante. Il s'agit donc d'unifier le cœur et la raison sous l'égide de l'amour qui est, ne l'oublions pas, leur source commune. Et c'est sous cette triple lumière que l'autre peut être vu tel qu'il est. Le maître Dwalkul fait remarquer à ses disciples que peu osent se risquer, je le cite, peu osent se risquer à voir leurs semblables tels qu'ils sont, par crainte de l'esprit critique, tant il est difficile de cultiver la vraie pratique de la compréhension aimante qui conduit à voir chacun avec vérité, avec ses défauts et avec ses vertus, ses mesquineries et ses noblesses, tout en l'aimant comme avant et même plus. Effectivement, c'est une lourde tâche, mais c'est ce à quoi l'étude des rayons nous entraîne. Bon, nous allons nous essayer à ce petit exercice, même si notre perception de la compréhension aimante est inévitablement assez limitée, mais que produirait la compréhension aimante si nous l'appliquions au conflit que je viens d'évoquer tout à l'heure entre un individu rayon 2, amour-sagesse, un individu rayon 5, un chercheur, qui ne voit d'abord ce qui ne va pas, qui voit d'abord ce qui ne colle pas. Hein. Le rayon 2 qui souffre de ne pas avoir de compliment, de son compagnon R5. Pour instaurer un dialogue constructeur, il est d'abord nécessaire que chacun s'intéresse aux valeurs de l'autre et à sa différence. Donc, qu'il cherche à s'intéresser à ce qui, dans le tableau de tout à l'heure, était sa contribution au monde, sans lui dire sous la forme du rayon, bien sûr, mais en reconnaissant réellement sa contribution au monde. Cela pourrait faire chez le rayon 2 qu'au lieu de se perdre en se focalisant sur le fait qu'il n'est pas aimé et en se dévalorisant, il pourrait dire « Ah, je reconnais bien là ta capacité à voir tout de suite ce qui pourrait être amélioré. Mais j'ai aussi besoin que tu reconnaisses ce qui est bien, parce que moi, j'ai besoin d'être réconforté, j'en ai besoin de mon côté, et toi, de ton côté, peut-être que la vision sera plus complète si tu fais attention aussi à ce que je fais de bien. » Voilà ce que pourrait faire le rayon 2, en reconnaissant la valeur du rayon 5, en parlant aussi de ses propres besoins, hein, n'est-ce pas, de ses propres difficultés actuelles, et en disant aussi, ça peut peut-être aussi te servir hein, de t'intéresser à cela. De son côté, le rayon 5 pourra apprécier la largesse d'esprit du rayon 2, parce qu'effectivement, lui, de son côté, il est quand même très focalisé, hein, donc pourra apprécier la largesse d'esprit du rayon 2 et valider ce qui va bien, car dans la recherche, le vrai et le faux forment un tout, et les deux sont nécessaires en réalité pour avancer. Hein, les deux se complètent et interagissent l'un avec l'autre, se stimulent l'un par l'autre. Et le rayon 5, rayon de la recherche, va aussi comprendre que dans sa large sensibilité au tout, il est plus facile pour le rayon 2 d'avancer s'ils se sont compris, d'accord? Il reconnaît le besoin de l'autre, hein, et en même temps, il peut aussi voir qu'en reconnaissant le besoin de l'autre, eh bien, pour lui aussi, son esprit peut s'ouvrir. Donc, ce sont là autant d'exercices pour chacun de nous, pour nous intéresser à quel est notre rayon qui nous irrite quand nous écoutons l'autre, et l'autre qui nous irrite, quelle est sa valeur? Quelle est sa contribution au monde? Que peut-être nous sommes d'accord que nous n'arrivons pas toujours à manifester. Hein. Mais il est vrai que si nous ne faisons pas attention, nous percevons d'abord ce qui nous irrite chez l'autre et que nous devons faire un effort
pour être attentif à la contribution au monde que l'autre cherche à apporter en réalité, que l'autre cherche à apporter parce que c'est ce qui donne sens à sa vie. Et le maître Dwell-Cool dit que c'est par un service motivé par le bien commun, hein, qu'il conseille à ses disciples d'expérimenter la compréhension aimante. Je le cite, il dit « Donnez de vous-même, et dans la mesure où cela est possible et dicté par le bon sens, voyez chaque personne désirant vous rencontrer avec amour et volonté de compréhension. Cela est difficile pour vous, mais c'est essentiel au développement de cette compréhension aimante qui est le complément de la sagesse. » En conclusion, je crois qu'il est grand temps de conclure. De l'attachement à la compréhension aimante, l'amour fraternel est notre champ d'expérience. C'est ainsi que est notre champ d'expérience à travers nos rayons et en nous intéressant aux rayons de l'autre. Et c'est ainsi, de l'attachement à la compréhension aimante, que nous sommes passés de l'instinct grégaire qui, au tout début de notre humanité, poussait l'homme à s'agglomérer à ses semblables, à maintenant, en tant qu'humanité, trouver notre accomplissement dans l'éveil de la conscience de groupe, dans la sensibilité au bien commun qui conduiront enfin à la fraternité universelle. Merci de m'avoir écouté. Corinne, je te passe la parole.